On regarde les sportifs au seul prisme de leur performance et du nombre de médailles, interpelle Thierry Théboul, directeur général de l'OPCO. Nous sommes alors en novembre 2024, soit quelques mois après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, et on se souvient des performances frisant l'excellence, des moments d'émotion intenses et des étoiles dans les yeux de milliers de spectateurs, téléspectateurs dans le monde et bien sûr en France. Mais on a oublié une chose. Pour certains sportifs de haut niveau, ces Jeux étaient aussi les derniers. C'est vrai qu'une fois la compétition passée et l'euphorie retombée, on se préoccupe peu de ce que deviennent les sportifs qui nous ont fait tant vibrer. Pourtant, la reconversion, c'est un phénomène qui ne touche pas que le sport. Aujourd'hui, elle semble partout dans le monde du travail. D'après une étude de l'AFPA en 2025, 56% des actifs ont déjà changé d'orientation professionnelle au cours de leur vie. Mais encore faut-il gérer la peur du saut dans l'inconnu, savoir réutiliser ses compétences acquises, trouver les structures adéquates. Toutes ces questions, ce sont celles aussi qui traversent l'esprit des sportifs de haut niveau quand ils doivent basculer du monde du sport à celui de l'entreprise. Et pas forcément le choix quand c'est le corps qui siffle la fin du jeu. C'est alors ce qu'on appelle la petite mort, ce passage parfois difficile à vivre pour les sportifs de haut niveau. Et pourtant, de plus en plus de ces anciens sportifs mènent des carrières brillantes dans le business, l'entrepreneuriat, l'associatif. Alors quels sont leurs secrets pour rebondir et oser changer totalement de cap après la passion du sport ? On dit souvent qu'il faut s'inspirer des meilleurs, et notre invité du jour fait sans conteste partie des meilleurs. Sa carrière dans le rétroviseur, ce sont 3 titres de championne de France, 3 titres de championne d'Asie, capitaine de l'équipe de volley du Sénégal avec 240 sélections et 15 fois le titre de MVP au compteur. Et si j'ai parlé d'une carrière dans le rétroviseur, c'est parce que notre invitée garde toujours un œil sur ce qu'elle a appris du volley, du sport collectif, de la discipline, de la compétition, pour tracer une autre route avec ce même succès qui la caractérise. Consultante et chargée d'affaires, créatrice de la marque Dono, mais aussi leader engagée comme fondatrice de l'association Demoiselles de Cœur créée en 2013 pour favoriser la scolarisation et l'accès au sport des jeunes filles au Sénégal. Ce parcours de notre invitée fait rimer passion, ambition et inspiration. Aux Emballantes vous propose donc aujourd'hui un podcast qui est à la croisée de la haute performance, de l'entrepreneuriat et de la carrière intelligente avec une question simple qui sera d'ailleurs notre fil conducteur. Comment le parcours d'une sportive de haut niveau, de sa carrière sportive à sa reconversion, peut inspirer chacun d'entre nous pour oser prendre des virages et se réinventer professionnellement. Fatou Diouk, bienvenue. On vous connaît comme volleyeuse au palmarès prestigieux, comme entrepreneur active, comme leader engagé aux fortes convictions de transmission. Mais comment vous aimeriez-vous vous présenter aujourd'hui au regard de ce parcours si varié ? Déjà, bonjour Clémence, de m'avoir invité à votre podcast. Je suis ravie d'être là, ravie de partager ce moment-là avec vous et avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Aujourd'hui, je me présente comme... je reste toujours sportive de haut niveau, même si j'ai arrêté ma carrière récemment, le 26 avril dernier. Je me présente comme une créatrice de liens, d'inspiration et d'impact. Je vous en dirai un peu plus plus tard. Justement, on va détailler ça plus en longueur, l'idée d'impact et l'idée d'inspiration qui est très importante chez vous. Et on va commencer avec un premier thème qui est le sport comme première école de la vie. Alors première question, on parle souvent de l'arrêt de la carrière sportive comme de la petite mort. Est-ce que l'arrêt d'une carrière sportive finalement c'est un deuil ou aujourd'hui est-ce que vous percevez la reconversion comme un prolongement de votre carrière sportive ? Si je pars de mon expérience personnelle, je dirais c'est un prolongement de ma carrière sportive. 2 ans avant que je décide d'arrêter ma carrière sportive pro, j'ai pu aller voir quel type de métier peut-être me correspondrait, qu'est-ce que j'avais envie de faire après ma carrière, quelles sont les personnes qui pourraient m'accompagner à arriver à mon objectif d'après-carrière. Et ça m'a pris 1 an et demi pour pouvoir quand même y arriver. Mais il ne faut pas se mentir, même si on trouve sa reconversion, cette petite mort existe.
On D'accord. a besoin de faire ce deuil de cette vie sportive qu'on avait avant. On est dans un autre monde, c'est un monde très différent de monde de la vie sociale, c'est un monde très différent de la vie de l'entreprise. D'accord. Aujourd'hui, je peux témoigner parce que ça fait 2 ans où je travaille dans une entreprise, donc je vois la différence entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Je vois la différence entre le monde du sport et la vie sociale. Donc on est, si je peux dire, on réapprend tout. C'est vraiment 3 mondes qui sont diamétralement opposés. Alors on reviendra justement sur cet apprentissage et cette transition. Et dans le sport, il y a l'avant, le pendant et l'après-match, c'est-à-dire la préparation, le match qu'on vit dans l'instant présent et puis l'analyse, la gestion du résultat. Est-ce que aujourd'hui vous abordez vos projets avec cette même logique, comme une compétition ou un match qu'on prépare, qu'on vit intensément, puis qu'on débriefe? Oui, cette notion de ces 3 phases-là, je vous accompagne partout. Moi, je fonctionne tout le temps sur 3 ans. J'ai des plans à 3 ans. Et à chaque fois, tous les 3 ans, je me refais un bilan. Je débriefe qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 ans-là. Je repars sur 3 ans. Que ce soit ma vie perso, que ce soit ma vie normale, que ce soit dans tout ce que j'entreprends d'ailleurs. Et dans le quotidien, c'est-à-dire dans la journée, j'essaie de voir 3 objectifs que je dois atteindre. Donc, je me prépare pour ça. J'essaie d'atteindre cet objectif-là. Et à la fin de journée, dans mon lit, je me fais un petit bilan avant de dormir. Donc, c'est en nous et je pense qu'on l'a tout le temps. Alors, c'est très bien que vous parliez de plan parce qu'il faut un plan même hors du terrain. Et puis, vous parliez aussi de la différence entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Est-ce que dans votre reconversion, vous avez quand même transposé certaines routines du sport? Alors là, vous avez parlé du fait de se fixer des objectifs. Moi, je pense aussi à la discipline, la visualisation, l'endurance mentale. Quels outils de votre vie d'athlète vous accompagnent encore aujourd'hui dans votre vie professionnelle? La résilience. La résilience, pour pouvoir y arriver, je suis chargée d'affaires, tout le monde connaît ces métiers-là. Et si on n'est pas résiliente, on n'arrivera pas. Il y a aussi cette discipline qu'il faut avoir tous les jours, de pouvoir se dire, aujourd'hui, j'ai perdu un match, mais il faut quand même que j'aille à l'entraînement. Je le transpose aussi dans mon entreprise, dans ma façon de travailler. J'ai perdu une affaire aujourd'hui, c'est pas pour ça que l'année prochaine, je vais pas gagner cette même entreprise, une affaire. Donc, je continue quand même à les animer, je continue à garder ce contact-là parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas un besoin aujourd'hui qu'il y en aura jamais. C'est pas parce qu'aujourd'hui on t'a dit non que demain le non est définitif. D'accord. Et cette discipline, cette capacité de nous dire, malgré la défaite d'aujourd'hui, la victoire va arriver. Pour moi, c'est des capacités qui, grâce au sport, on arrive à l'aborder très facilement. Quelles compétences encore je peux dire dans le sport qu'on aime? L'agilité, j'en parle souvent. On est très agile sur notre capacité de faire plusieurs choses à la fois, d'avoir plusieurs activités à la fois et de donner chaque activité l'engagement qu'il faut. Donc, si j'avais les 3 vraiment vraies compétences qu'on peut retrouver, qu'on peut transposer dans le monde social et entreprise, je dirais c'est ces 3. Et vous avez aussi parlé de la notion d'échec. Les échecs, les victoires, comment on apprend à les redéfinir en passant du sport au monde de l'entreprise? On les redéfinit en fait par rapport à son métier. Si, par exemple, si moi je pars de mon métier, quand je suis arrivée dans mon métier, pour moi, une opportunité, tant que je ne gagne pas, c'était pas gagné. J'ai appris à me dire, mais en fait, le fait d'avoir un rendez-vous, c'est une victoire. Le fait d'avoir un client qui reste dans la continuité, même s'il n'y a pas une affaire, c'est une victoire. Donc, j'étais restée, moi, dans le bilan saison, si je peux dire, comme dans le sport, au lieu de me contenter de me dire, il y a des petits matchs avant. Au début, j'avais du mal à me dire, aller chercher ces petits matchs-là du week-end, de la journée. Voilà. Pour moi, en entreprise, c'était... j'avais pas cette notion-là quand je suis arrivée. D'accord. Donc, j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir établir cette façon de faire, de me dire, mais non, si le deal va se signer dans quelques mois, il y a des petites victoires intermédiaires qu'il faut que je savoure quand même. D'accord. Donc, et ça, c'était une
une découverte pour moi dans le monde de l'entreprise. Sachant que je l'avais, mais j'avais du mal à le transposer. Alors, on va se replonger un peu dans vos débuts dans le volley. Vous avez déclaré j'ai commencé le volley à l'âge de 13 ans en robe rouge et pieds nus. J'ai dû batailler pour convaincre mes parents, mon entourage de me laisser faire du volley. Aujourd'hui, non seulement vous avez mené une brillante carrière dans le sport, mais vous êtes également une femme engagée, active, qui prend la liberté de s'investir dans les projets qu'elle souhaite et qui sait se battre pour mener ses projets. Ce sens de la performance, cette liberté, cette capacité à aller au bout de son idée, est-ce que c'est le sport, le volley qui vous l'a apprise? Finalement, est-ce que vous diriez que le sport, c'est la première école de la vie? La première école de la vie, c'est la famille. D'accord. Si mes parents ou si ma famille m'avaient pas dit non, j'aurais pas cette capacité d'aller dire faut que je prouve que j'ai raison. Faut que je prouve que j'ai envie, faut que je prouve que je peux le faire. En faisant du sport, ça m'a aidé à avoir très rapidement cette capacité. C'est-à-dire, le sport m'a aidé à le développer. Pourquoi on nous demande ou on incite les gens à aller faire du sport? C'est que le sport va nous aider à découvrir nos capacités, à se battre, nos capacités à aller plus loin, nos capacités à rebondir, nos capacités à faire plein de choses. Et donc, au-delà de la famille, il y a le sport qui nous donne cet apport-là pour qu'après qu'on puisse le transposer dans le monde normal, dans le monde de l'entreprise, dans le monde social. Donc pour moi, il y a ces trois étapes-là. Oui, je vais dire, ouais, la famille, l'entourage, pour moi, c'est le premier pilier. Et le sport m'a aidé à pouvoir développer toutes ces capacités-là. Et enfin, aujourd'hui, grâce au sport, j'arrive quand même à pouvoir le transposer partout où je suis, peu importe comment dire, les choses que j'entreprends. Alors justement, pour rebondir sur cette faculté du sport à faire développer des capacités, votre fondation que vous avez créée en 2013, Demoiselles de Cœur, fait le pont entre le sport et l'éducation. Elle travaille sur les deux domaines. Est-ce que finalement, accéder à l'éducation et accéder au sport, c'est le même combat? Et si l'on considère le sport comme un moyen d'apprentissage, est-ce que c'est important d'aborder les questions d'éducation et celles d'accès au sport de la même façon? Pour moi, les deux se complètent. D'accord. Les deux se complètent et c'est essentiel aujourd'hui de parler l'éducation par le sport. C'est très important. Le langage sportif, l'avantage qu'il a, c'est que c'est facile à comprendre et surtout chez les jeunes, c'est facile à mettre en place. Une fois que c'est mis en place, pour le transposer, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est plus facile. D'accord. À chaque fois, par exemple, moi, dans le cadre de mon association, je fais aimer les jeunes le volley. Après, je leur explique que maintenant, vous aimez le volley. Pour aller plus loin, pour faire ci, pour faire ça, il faut étudier. Le sport a changé. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas devenir un très bon sportif. Si vous n'étudiez pas, même si étant sportif et après vous n'avez pas des bases éducatives, comment vous allez faire après plus tard pour gérer votre argent, après plus tard pour pouvoir choisir qu'est-ce que vous souhaitez dans votre après-carrière. Et pour ceux ou celles qui réussissent pas, si le sport ne marche pas, vous avez toujours un plan B. Donc c'est important. Les deux. Alors maintenant, on va se plonger plus en détail dans votre état d'esprit. Votre état d'esprit se résume par une phrase: être capitaine de sa vie. Et vous aviez déclaré: être professionnelle m'a permis d'être indépendante et confiante. Cela m'a permis d'explorer le monde et de m'affirmer en tant que femme africaine et moderne. Alors votre parcours de sportive et d'entrepreneur l'illustre parfaitement. Comment pourriez-vous définir cette femme africaine et moderne? Quelles sont les forces des femmes entrepreneurs ou sportives en Afrique? Et quels sont les points aussi qui restent encore à améliorer pour favoriser leur indépendance? En Afrique, on a l'avantage, moi je l'appelle avantage. Hein. Beaucoup de personnes pensent que c'est pas des avantages, mais pour moi c'est un énorme avantage qu'on a chez nous. On fait plusieurs choses à la fois, on fait plusieurs choses dans une journée. Femme, que ce soit femme ou jeune fille. Si on prend la jeune fille à l'école, avant d'aller à l'école, je vais vous donner mon cas, c'est plus simple. D'accord.
quand j'allais à l'école, je me levais 7 heures du matin, fallait que je me douche, j'avais ma sœur, fallait aussi l'aider à se doucher, s'habiller, après on part à l'école. On faisait à peu près 2 kilomètres limite pour aller à l'école. Entre l'école à 13 heures et le moment du repas à 15 heures, je devais manger, je devais faire la vaisselle, je devais amener le repas à ma grand-mère qui était commerçante au marché. Et quand ma grand-mère était en train de faire son repas, vu que je devais ramener le repas, pour gagner un peu d'argent, parce que j'adorais le chocolat et c'était trop cher à l'époque, je vendais des crèmes glaces. Le temps que ma grand-mère mange son repas, je faisais le tour du marché, je vendais des crèmes glaces pour avoir un peu de sous. Et quand elle a terminé, je ramenais le bol et après j'allais encore à l'école. Une fois l'école terminée, je terminais vers 17 heures. En cachette d'ailleurs, j'allais au sport avant de rentrer chez moi. Je rentre chez moi, je me douche, je mange, je faisais mes devoirs, etc. Et j'allais au lit, rebelote. Ça, c'est la jeune fille. Vous prenez la femme dans son entrepreneuriat, elle va se lever à 5 heures du matin parce qu'il y a tous les enfants à préparer. La veille, elle a préparé toutes les choses qu'elle devait vendre. Si on prend l'exemple du Sénégal, je crois, je ne vais pas vous donner des chiffres parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Je pense sur 100 femmes, au moins les 90% entreprennent. Ils ont leur vie de famille, ils ont leur vie maritale, ils ont leur vie entrepreneuriale, ils ont leur vie sociale. En Afrique, les femmes, elles font des comptines pour pouvoir avoir les finances qu'il faut pour gérer la famille. Elles gèrent la famille, elles gèrent la belle famille, elles gèrent leur famille à elles et leur business à elles. Donc, en gros, une femme en Afrique aura au moins minimum 5 activités. D'accord. Donc, pour moi, c'est une puissance énorme. Et il faut je suis contente que maintenant on arrive à être consciente de notre capacité et de pouvoir le mettre en avant. On voit beaucoup plus de femmes leaders, c'est très bien. On voit beaucoup plus, si on parle des femmes africaines qui s'affirment et qui osent dire, on est là, on sait le faire. Si j'avais des choses qui pour moi on pouvait améliorer, c'est-à-dire de pouvoir faciliter les femmes qui sont dans certains domaines assez compliqués, de pouvoir vraiment leur laisser cette liberté et même leur faciliter. Si on prend les femmes qui veulent percer dans le numérique, c'est compliqué. Les femmes qui veulent percer dans le sport, c'est compliqué. Quand je dis dans le sport, c'est-à-dire une femme qui veut être maman NGOs, une femme qui veut être entraîneur, une femme qui souhaite par exemple être statisticienne. Tous les métiers numériques sont assez orientés pour les hommes et à mon avis, il y a beaucoup plus de place pour les femmes. Donc l'effort ce serait de le mettre sur ce côté-là, sur ces angles-là, mais aussi à chaque fois je dis l'effort doit venir de nous-mêmes, c'est à nous de montrer qu'on est capable. Et après le monde va suivre. Alors j'aimerais, vous avez parlé de liberté, donc j'aimerais revenir sur cette notion de liberté qui est aussi très importante chez vous. Vous aviez dit également qu'à 19 ans, vous aviez dû choisir entre le volley et les études. Votre fondation, justement, elle offre aux jeunes filles sénégalaises la possibilité d'avoir le choix entre plusieurs chemins possibles. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec le recul sur votre parcours, vous avez l'impression d'avoir désormais davantage le choix? Et dans sa vie de tous les jours, comme sportive, comme entrepreneur, comme leader engagé, comment on apprend finalement à s'autoriser d'avoir le choix, à se dire on ne nous en donne pas toujours le droit, mais on va se créer cette liberté de pouvoir choisir et de s'engager? Si je dois l'expliquer, au-delà de la volonté de s'affirmer, au-delà de la volonté d'oser être soi-même, je dirais ce que je dis à mes jeunes en leur disant, on a toujours le choix dans la vie. Mais ce choix-là, on va devoir, parce que pour moi, naturellement, une femme, elle est née pour se battre. Tant mieux pour nous. Faut le prendre comme un avantage. Faut le prendre comme un atout. Parce que se battre vous donne cette capacité de savoir ce que vous avez. C'est-à-dire la valeur de ce que vous avez, vous pouvez le savourer beaucoup mieux. Donc, au lieu de se dire, c'est compliqué, on est obligé de se battre tout le temps il faut inverser la tendance. Il faut se dire, je me bats, mais quand j'ai quelque chose, je sais que c'est moi qui l'ai et que ça peut être bien.
cette notion de liberté doit être, dans un premier temps, pour moi, mentale. Parce que c'est le mental qui va nous aider à pouvoir ne pas lâcher. Parce qu'on sait que se battre, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, ça épuise. Et il y a des moments de doute dans notre vie, de femmes ou d'êtres humains, tout simplement. On se pose des questions, est-ce que je continue, est-ce que j'y vais, est-ce que ça vaut le coup? Ça, cette capacité de pouvoir se dire, je reste vraiment mentalement, quand on sait où on va, quand on sait pourquoi on est là, et surtout quand on se dit, tout simplement, je suis une femme, je suis née pour me battre, on va oser. Donc cette notion de je vais me battre va devenir notre allié. Il va pas être un frein, il va pas être une contrainte. Et c'est ce que j'essaie de dire à chaque fois à mes jeunes quand j'ai l'occasion d'échanger avec elles, à des personnes ou des femmes avec qui j'échange, en leur disant se battre doit être quelque chose de naturel chez vous ou même quelque chose que vous aimez. J'ai tendance à dire quand c'est pas dur, c'est pas bon. Quand c'est pas... Il faut vraiment que ce soit compliqué, qu'on aille chercher, parce que cette capacité de pouvoir être créative pour arriver là où on est, cette capacité de pouvoir aller chercher les bonnes personnes pour nous aider, à chaque fois je le dis, c'est très important. Il faut aller chercher les bonnes personnes qui pourront nous aider à réussir notre objectif. On a tous besoin de l'autre. Et c'est ce que je dis en général en disant, c'est pas pour rien qu'on dit derrière chaque grand homme il y a une femme. Les hommes le font naturellement. Et nous, femmes, dans notre combat, des fois, on a tendance à oublier de s'allier avec l'homme. Donc ça, c'est important. Il faut toujours trouver un allié avec qui on va se battre, avec qui on peut aller plus loin, parce que après, la victoire ne peut être que plus belle, tout simplement. On va continuer dans ce sens sur ce thème. Vous êtes capitaine de votre vie, justement, on le sent dans vos propos et votre inspiration. Mais vous avez été aussi capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent devenir des leaders dans leur domaine sans forcément passer par le sport professionnel, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être capitaine de sa vie? C'est un peu le prolongement de la question précédente. Et puis comment vous avez transféré ce rôle de capitaine sur le terrain, votre posture de femme active, formatrice et entrepreneur aujourd'hui? Être capitaine de sa vie, ça vient même pas du sport. Être capitaine de sa vie, c'est pouvoir décider, moi en tant que femme aujourd'hui, j'ai les tâches ménagères, j'ai mes études, j'ai mes hobbies, j'ose en fait de les faire les trois, j'ose mettre entre parenthèses des choses qui me correspondent pas pour aller ailleurs. J'attends pas à ce que la société me dise vous êtes femme, vous devez faire comme ça. J'attends pas à ce que une personne puisse me dire vous êtes femme, vous faites ça. Être capitaine de sa vie, c'est tout simplement avoir cette capacité de se dire, à chaque fois je te dis, le leadership, on n'en est pas leader, ça s'apprend. Être capitaine de sa vie, c'est apprendre à être leader. Mais leader de soi-même, leader de sa vie, sa propre vie, parce que avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit, il faut que vous le soyez, ce sera plus facile de pouvoir le transmettre. Et après, une fois que vous ayez cette leadership-là, vous pouvez le transmettre aux gens qui vous entourent, vous pouvez le transmettre dans vos actions au quotidien. Et naturellement, j'aime bien cette notion de partage, de transmission, mais dans tout ce qu'on fait. Si on le voit bien dans la rue, on peut transmettre. On n'est pas obligé de transmettre que du savoir. On dit savoir-faire, savoir-être. Il y a plusieurs façons de transmission. Même là, le sourire, ça se transmet. C'est juste pour vous dire, le leadership, c'est pas juste dans des actions, c'est savoir donner, en fait. Vraiment, mais qu'est-ce que vous donnez? Quelque chose qui va être naturel, quelque chose qui va être simple, parce que c'est pas compliqué, le leadership. Aujourd'hui, quand on parle de leadership chez les gens, quand on essaye d'accompagner des personnes dans le leadership, il y a une posture à avoir, et dans la posture, il y a des choses simples. C'est le sourire, c'est le regard, c'est la parole, comment vous posez. C'est des choses peut-être compliquées pour certaines personnes, mais c'est basique. C'est des choses vraiment, des points qui fait que relevez-vous votre épaule, soyez droite. Ça, c'est une forme de leadership.
La personne va t'écouter parce que vous êtes droite, vous lui parlez. C'est des choses vraiment basiques. Sans parler de aujourd'hui, comment je peux apprendre à quelqu'un, si on prend dans le sport, le volley, comment dire, mon rôle dans un terrain, naturellement, m'a donné ce leadership-là. Comme c'est compliqué dans le volley, on fait appel à moi pour que je mette les points. C'est mon rôle. Je suis attaquante et attaquante prioritaire. D'accord. Naturellement, en prenant cette rôle-là, de vouloir me dire, toute l'équipe compte sur moi, il faut que je mette le point, tout le public compte sur moi, il faut qu'on gagne ce match, toutes les personnes que j'ai laissées en Afrique comptent sur moi parce que je suis là pour eux, il faut que je réussisse. Et ça vous donne naturellement le leadership, mais ça vous donne aussi une motivation supplémentaire. Qui pour moi, chaque personne doit aller chercher ça pour pouvoir le transposer, le transmettre et l'avoir avec elle à chaque fois. Et vous avez une vision du leadership qui est très intéressante parce que vous la reliez à l'idée de partage, de transmission, alors que quand on nous apprend, par exemple, en école, la notion de leadership, on va plutôt parler d'autorité, de se faire respecter, parfois avec des techniques de management plus brutales. Vous, est-ce que cette vision du leadership, finalement, elle découle naturellement de votre expérience personnelle et puis sportive, ou c'est une vision que vous avez aussi apprise? Je dirais les trois. Alors, je vais vous expliquer, ou je vais vous donner peut-être un exemple. Ma façon d'être capitaine dans un terrain va être différente de la façon de certaines ou dans mon expérience des capitaines que j'ai pu croiser dans ma vie. Et vous avez vraiment raison sur cette définition de leadership que vous dites autoritaire. Vouloir que les personnes fassent comme vous le souhaitez ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours, dans mes rôles de capitaine, essayé d'embarquer, c'est-à-dire fédérer. Pourquoi fédérer? Parce qu'aujourd'hui, si moi, Fatou, j'ai envie que l'équipe gagne demain, si j'arrive pas à vous convaincre que c'est essentiel pour vous, c'est essentiel pour moi, c'est essentiel pour les gens qui nous emploient, j'ai beau vouloir vous dire, allez, on y va, si vous ne comprenez pas, vous n'irez pas. Et donc, d'où la notion de transmission, d'où la notion de fédérer. Parce que pour moi, le leadership, pourquoi je le transfère à cette notion de fédérer et transmission, tout le monde y gagne. Moi, je vais pas m'épuiser. L'autre va avoir son rôle à faire. Parce que c'est pas parce qu'on est leader qu'on doit être au-dessus et le reste en bas. Pour moi, être leader, c'est de savoir transférer, savoir donner à chacun son rôle, mettre la lumière sur chaque personne pour qu'on tous, on puisse briller ensemble. C'est ma notion de leadership personnel et c'est ce que je transmets à chaque fois que je fais des interventions en entreprise ou en général, au début, forcément, je dois parler avec le PDG qui a sa vision de l'entreprise et qui veut motiver ses collaborateurs. Et la plupart du temps, et j'ai des bons retours d'ailleurs, et ça me fait vraiment plaisir, j'ai dit au PDG, c'est bien de vouloir faire des choses pour votre collaborateur, pour vos collaborateurs. Mais il faut que vous vous associez aussi à ça. Donc, je fais toujours participer le PDG parce que c'est important. Et pendant mes interactions, je le fais réagir aussi. Parce que c'est très important. Et pour moi, c'est ça qui fait que le leadership, c'est vraiment... Je pourrais jamais l'allier à de l'autorité pour moi. D'accord. Alors... Même un enfant, si vous voulez que l'enfant puisse oser déjà, il faut que vous arriviez à avoir cette autorité, mais de façon très douce. C'est plus important de créer du sens plutôt que d'imposer du sens. Tout à fait. Alors moi j'aimerais revenir sur une réponse que vous m'aviez donnée quand j'ai posé ma première question. Vous avez dit le monde du sport et le monde de l'entreprise, ce sont deux mondes totalement différents qui fonctionnent avec des règles différentes. Le volley, l'entrepreneuriat et l'engagement social, ce sont trois terrains, mais pour quelles règles du jeu? Et être une femme ambitieuse, engagée dans plusieurs projets, n'est-ce pas quand même une autre forme de performance? Est-ce que vous vous considérez encore comme une athlète? Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais peut-être une athlète d'une autre façon.
Tout à fait. Je garde toujours mon âme d'athlète. Parce que ça me permet de pouvoir agir dans chaque situation. Ça me permet aussi de pouvoir être dans cette notion de performance, que ce soit personnelle, que ce soit dans le travail, que ce soit dans toutes les choses que j'entreprends. Pour moi, c'est mon identité. Et si je le perds, je serai perdu, en fait. C'est vraiment, j'en ai besoin. Vous avez parlé tout à l'heure des 3 étapes. Si moi, les 3 étapes, je ne les fais pas, ça va pas. Mais dans tout. Donc, j'ai besoin de préparation, de mise en place, et après, je débrief. Donc, ouais, cette âme de sportif de haut niveau, on le garde dans toutes les phases et dans toutes les activités qu'on puisse avoir dans notre vie. L'identité sportive reste toujours un repère malgré le temps qui s'écoule après la reconversion et les activités qui s'accumulent. Tout à fait. Personnellement, moi, ce qui me permet de bien vivre cette reconversion, c'est ce qui me permet de bien, le deuil dont vous parlez tout à l'heure, ou même cette petite mort, c'est ce qui me permet de me dire, en fait, c'est juste une prolongation. Il n'y a rien qui est, il faut juste transposer cette capacité qu'on avait. On l'a fait une fois, on peut le faire une deuxième fois. Au moment de vous reconvertir, vous aviez cette idée que vous seriez capable ou qu'il était possible de préserver son identité sportive, y compris dans la reconversion, ou vous avez plutôt une image de la reconversion comme vraiment la fin de votre identité sportive? J'y ai toujours cru. D'accord. J'y ai toujours cru et je me suis toujours dit, une carrière sportive, elle est longue, hein. 20 ans, 15 ans, il y en a. Et je me dis, si on veut se débarrasser, même pas si on veut se débarrasser, si on veut faire une croix là-dessus pour pouvoir entamer une nouvelle vie, c'est là que ça devient compliqué. Oui. Même si la société quand même nous mène vers ça, qu'on se montre pas. Mais si nous, on reste quand même dans cette optique de dire c'est juste un prolongement. On a changé pas mal de clubs dans notre vie parce que c'est le sport qui l'impose. C'est pas qu'est-ce qu'on voulait changer ou même nos objectifs qu'on nous amène dans d'autres clubs. On a recommencé pas mal de fois durant notre carrière. Pourquoi cette fois-ci il nous ferait peur? Tout simplement. Alors, il y a aussi un point commun entre le sport et l'entrepreneuriat, c'est l'inconnu, l'inattendu. Les sportifs de haut niveau, ils sont préparés à gérer l'inconnu des matchs et des compétitions. C'est même ce qui fait un peu l'adrénaline aussi des matchs, je suppose. Comment, en tant qu'entrepreneur, on peut adopter l'état d'esprit d'une sportive comme vous pour apprendre à mieux gérer cet inattendu et cet inconnu? C'est une très bonne question. En tant qu'entrepreneur, la gestion de cet inattendu, c'est tout simplement notre intérêt, c'est notre capacité à rebondir qui fait que on arrive quand même à pouvoir gérer cette phase, enfin, ce moment-là, je dirais pas de façon zen, mais à l'appréhender en se disant ça va être compliqué, on sait pas trop, je me lance quand même. Et après, on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on rectifie le tir. Alors, dans votre partage d'expérience, il y a une notion qui est très importante, c'est la transmission, le partage, le collectif. Et justement, le volley, c'est un sport qui est profondément collectif. Aujourd'hui, votre engagement social et associatif reflète aussi cette dimension. Qu'avez-vous appris sur la coopération, la solidarité, le jeu à plusieurs par le volley? Et comment on peut s'inspirer d'un sport collectif comme celui-là pour apprendre à jouer pour les autres? Le volley, je crois que c'est le seul sport où on est obligé de jouer pour les autres, qu'on a besoin des autres pour jouer. On peut pas jouer seul. Si les autres ne font pas leur travail, ça se répercute sur notre travail. Donc si on n'essaye pas de faire en sorte que tout se passe bien, de toute façon, on va passer un sale moment. Donc à force de vivre cette situation-là, à force de faire en sorte que tout se passe bien pour que nous, dans notre confort, on soit bien, mais surtout dans le résultat, qu'on puisse avoir un très bon résultat. Si on grandit avec ça, forcément, on a cette capacité de pouvoir déjà s'adapter, de pouvoir aller chercher ce dont on a besoin chez les autres, de pouvoir aussi faire confiance aux autres. Et tout ça, pour moi, c'est des choses que nous voulons, enfin, le sport dans sa généralité nous donne, mais surtout le sport collectif. Et en général, à chaque fois on parle dans le sport collectif, la mayonnaise doit prendre, parce que c'est des choses qu'on va nous apprendre en début de saison. Hein.
début de saison, on connaît des nouvelles personnes. Chaque saison, il y a des nouvelles têtes. Donc, il faut, voilà, essayer de faire en sorte que ça colle bien avec ces personnes-là pour le bien commun. Et ça, si on arrive à le transposer ailleurs, c'est un énorme atout. Là, aujourd'hui, si vous voyez même en entreprise, on part dans des... Avant, tout était en silo. Oui. Maintenant, on parle de management transverse. On parle de tout ça. Et tout ça pour ça, parce qu'il y a cette notion d'équipe qu'on met en place. Et tout le monde le cherche, donc c'est pas pour rien. Parce que le résultat est beaucoup mieux, parce que tout le monde est impliqué dans... Chacun a son... Comment dire, a sa pièce à rapporter dans le puzzle. Et ça vous aide aussi, cette expérience, à mettre en place plus facilement un management qui soit collaboratif? Tout à fait. Exactement. Et le volley, c'est aussi un sport d'impact. Vous êtes aujourd'hui présidente de la Fondation Demoiselles de Cœur, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ce mot impact signifie pour vous aujourd'hui? Et comment avez-vous transféré cette idée d'impact qui était physique sur le terrain dans vos engagements sociaux, humains et votre volonté d'inspirer? En fait, c'était vraiment pas quelque chose de compliqué pour moi. J'avais juste envie de rendre l'appareil. D'accord. J'ai quitté le Sénégal, mes 19 ans, avec l'objectif de prouver à ma famille que je vais réussir dans le sport. Et après, je continuerai mes études. J'avais laissé ma famille, à qui j'ai promis en leur disant, je vais aller réussir pour vous. Et j'avais cette notion de me dire, je dois quand même, une fois que je réussis, le ramener au Sénégal pour qu'ils puissent voir que c'est possible. Étant femme, c'est possible. Étant jeune fille, c'est possible. Et qu'on a cette capacité de pouvoir choisir ce qu'on a envie d'être. C'est par là où c'est sorti cette envie d'impacter. Donc, je voulais impacter. Partout où j'allais, j'avais cette envie de me dire, Fatou, tu dois impacter. Le volley n'était pas connu. Je fais un sport pas connu. Je suis une femme. Qu'on le dise ou non, je suis noire. Ces 3 caractères-là, à chaque fois, je m'étais dit, si j'arrive à laisser des pépites, des bonnes choses chez les gens, la vision du monde va changer. On va pouvoir parler du Sénégal, du volley, de l'apport qu'une personne peut avoir, une personne peut avoir. Et ça, c'est ce que j'essayais de transmettre à ces jeunes filles-là pour leur dire, je suis l'exemple. Donc, partager avec elles pour qu'elles puissent faire ce même choix de leur vie, que ce soit sportif ou extra-sportif. Alors, on se dirige vers la fin de ce parcours très inspirant et justement, votre état d'esprit qui colle aussi à la philosophie d'Ozan Mbaland, qui est la transmission, le partage avec beaucoup de positivité. Si vous ne deviez transmettre qu'une seule chose de votre parcours à un ou une future leader du sport ou de la société, qu'est-ce que ce serait finalement? Alors, parce qu'une seule chose, c'est comme... La chose la plus importante pour vous à savoir quand on souhaite devenir un leader ou une leader dans le sport, la société en général. Fédérer. Savoir galvaniser les dynamiques autour de soi. Exactement, fédérer. Et selon vous, quelle est la chose la plus importante dans le sport et surtout dans le volley dont on devrait s'inspirer? Quelqu'un qui s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle comme vous l'avez fait avec la reconversion. Quelle est la plus belle leçon qu'offre le volley pour oser changer de voie et prendre un nouveau virage? Vous l'avez dit, c'est oser mettre la balle par terre. Il faut attaquer. Peu importe la défense qu'on a devant soi, il faut attaquer. Il faut toujours aller de l'avant et oser et tenter. Attaquer. Tout à fait. Patou Diop, que je vous remercie pour ce partage d'expériences très positive et puis cet état d'esprit très positif, très enthousiaste. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette participation à ce podcast et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Clémence, à très bientôt.